Nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de Madame Émilie de Lombarès, présidente du directoire de la société Honnête, Julie Champourcin, directrice des comptabilités, fiscalité et financement, et Monsieur Steve Berthaud, directeur expertise de la masse salariale. Je voulais tout d'abord, Madame la Présidente, vous remercier pour votre disponibilité, car vous avez toujours montré votre compréhension face aux contraintes d'agenda de notre commission d'enquête qui sont fortes en fin de cycle d'audition. Et on a dû modifier quelquefois, vous avez toujours manifesté une vraie bonne volonté sur le sujet. J'ajoute que la présente audition durera exceptionnellement 1 heure, car l'ordre du jour du Sénat prévoit à 14h30 dans l'hémicycle une déclaration du gouvernement suivie d'un débat sur la souveraineté énergétique de la France. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct et elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Mesdames, Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête, outre bien évidemment vos fonctions chez Honnête. Rien de spécial. Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure » et en allumant vos micros, s'il vous plaît. Le bouton rouge. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi, au sens large, lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Après une présentation succincte de l'activité de votre groupe, nous aimerions connaître votre regard sur les aides publiques aux entreprises. Quelques questions pour guider vos propos. Quelles sont les principales différences entre les aides versées en France et celles octroyées dans les pays où votre groupe est présent? Quel est le montant global des aides publiques reçues par votre groupe en 2023 en France? Et en particulier, quel est le montant des subventions? Quel est le panorama de vos sous-traitants et des aides qu'ils perçoivent? Avez-vous le sentiment que les aides publiques aux entreprises sont suffisamment suivies et évaluées en France? Quelles sont selon vous les aides dont l'efficacité est avérée et celles dont elle serait plutôt douteuse? Quelles seraient vos propositions pour renforcer l'efficience des aides publiques octroyées aux entreprises? Seriez-vous favorable à l'introduction de conditions ou de critères qui permettent d'évaluer l'efficacité des aides? Et enfin, quelles devraient être alors les limites à la conditionnalité de ces aides? Je vous propose de traiter ces questions dans un propos liminaire d'une vingtaine de minutes, puis Fabien Gay, notre rapporteur, vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Enfin, les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Je vous cède maintenant la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité à m'exprimer devant vous sur un sujet majeur pour nos entreprises. Il me semble important de bien appréhender les enjeux des aides en fonction des types d'entreprises, nos entreprises d'intervention technique étant particulièrement concernées par certaines aides. Je me permettrai tout d'abord de vous présenter le groupe Honnête et le contexte économique dans lequel nous évoluons. Je détaillerai ensuite les aides et les subventions publiques que nous avons perçues et leur utilité, puis je vous donnerai quelques éléments d'analyse et de propositions qui me semblent pertinents. Honnête est une entreprise française et familiale, spécialisée dans les services et l'ingénierie. L'entreprise est née des activités de manutention sur le port de Marseille il y a plus de 160 ans, et c'est dans les années 50 que mon arrière-grand-père a développé la propreté qui représente aujourd'hui plus de la moitié de nos activités. Nous portons une vision de long terme pour Honnête, avec la volonté de valoriser le rôle sociétal majeur de nos métiers de service. Nous considérons que notre mission, créer des environnements plus sains, sûrs et fiables, donne tout son sens à nos interventions, en proximité sur les territoires et au cœur des enjeux de nos clients.
Honnête, aujourd'hui, est un groupe de 80 000 collaborateurs, dont 61 000 en France, pour un chiffre d'affaires en 2024 de 2,35 milliards d'euros, dont 15% à l'international, principalement au Brésil et en Espagne. Nos métiers sont organisés par expertise, la propreté, la sécurité humaine et électronique, l'accueil, les services aéroportuaires et logistiques. Et nous avons également grandi dans l'industrie du nucléaire, en démarrant par l'assainissement des centrales, puis en développant les services en arrêt de tranche, et en développant ensuite l'ingénierie et la maintenance des réacteurs. Plus récemment, nous avons investi dans des sites de fabrication de pièces chaudronnées complexes au service de donneurs d'ordre du nucléaire civil, ainsi qu'aux côtés des acteurs français de la défense. À travers nos différents métiers, nous sommes très fiers d'intervenir dans les coulisses des sites du quotidien. Ce sont en majorité des sites de forte fréquentation qui ont des enjeux de sûreté et de bien-être des occupants. Hôpitaux, gares, stades, aéroports, universités, bureaux. Dans des sites industriels, nos interventions prennent sens dès que la gestion des flux constitue un enjeu fort de performance et de robustesse pour assurer à nos clients pérennité et performance. La diversité de nos métiers surprend parfois, mais ils sont fondés sur des modèles proches. Ce sont des métiers d'intervention physique, réalisés directement chez nos clients en B2B. Nos marchés reposent en général sur la réponse à des appels d'offres compétitifs. La majorité de nos contrats ont des durées de 3 à 4 ans. Chaque année, environ 30% de notre portefeuille est remis en compétition. Les clauses de révision de prix sont basées sur des indices qui ne reflètent pas systématiquement l'évolution de nos coûts. Pour compléter la présentation de notre modèle d'affaires, je souhaite partager avec vous les grands agrégats économiques et financiers du groupe. Nos métiers sont peu capitalistiques, ce qui veut dire que la proportion de nos actifs dans le bilan est faible relativement à la taille de l'entreprise. Notre compte de résultat est avant tout constitué des salaires bruts de nos équipes à hauteur de 57%, de contributions sociales et fiscales à hauteur de 18%, soit 75% de notre compte de résultat. Notre résultat net oscille entre 1%, qui est un seuil de risque pour la pérennité de notre entreprise, et 3% les meilleures années. Sachant que la moyenne sur les 10 dernières années se fixe à 1,8% du chiffre d'affaires. Nos métiers de service, vous l'aurez compris, sont donc des métiers à faible marge, et la diversité des métiers est clé pour assurer la pérennité du groupe. Quelques indicateurs sur les 80 000 collaborateurs du groupe. Ce sont 90% d'ouvriers, 500 ingénieurs, 86% de CDI, 43% de temps plein, 300 agences réparties sur le territoire. Et en termes de diversité et d'inclusion, Honnête, c'est également 60% de femmes, bien évidemment au global, car nous avons encore des métiers qui restent genrés, 134 nationalités, avec plus de 15 000 collaborateurs étrangers, près de 10 000 collaborateurs issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et plus de 1000 parcours d'insertion d'agents de propreté réalisés par exemple chaque année chez Honnête, avec les groupements d'entreprises pour l'insertion et la qualification. Nous considérons chez Honnête que cette diversité est une richesse. Notre ambition est de faire valoir le champ des possibles que représentent nos métiers. Nous disposons d'une université interne pour créer des parcours certifiants pour nos collaborateurs et le spectre des formations que nous dispensons est large, de l'alphabétisation à la certification de nos chefs de projet dans le nucléaire. En conclusion de cette présentation, permettez-moi d'insister sur la valeur sociale et sociétale de nos métiers. Ils sont souvent qualifiés d'invisibles, appellation que je déplore. Et je regrette que beaucoup considèrent encore que le service bien fait ne se voit pas. Je suis particulièrement engagée pour que l'on valorise nos métiers, et avant tout nos équipes qui sont fières de leur travail. Nous devons faire changer de regard notre société. Nos métiers sont créateurs de liens, vecteurs d'insertion et de mobilité sociale. Notre pays a besoin de ces métiers et des ouvriers qui les réalisent, et la société tout entière doit mesurer les bénéfices qu'ils apportent. Entrons à présent dans les données chiffrées que vous sollicitez sur les aides et les subventions reçues par nos entreprises. Aussi, dans la définition des aides, je considérerai plusieurs catégories. Les aides à l'emploi, formation et inclusion, les aides à l'innovation et les aides à la solidarité. Parmi les aides à l'emploi, les allègements et réductions de cotisations patronales ont représenté pour Honnête 189 millions d'euros en 2024. C'est de loin le sujet le plus conséquent pour notre groupe et je vous propose d'y revenir bien sûr ensuite plus en détail. Les aides à l'alternance se sont élevées à 812 000 euros en 2024 pour plus de 1000 alternants. Les autres dispositifs d'aide à l'emploi représentent 306 000 euros et concernent par exemple les emplois francs ou les contrats uniques d'insertion.
Honnête n'étant pas une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ni une entreprise d'insertion, nous ne disposerons pas d'aide publique relative à ces modèles d'entreprise. Le recours au dispositif de chômage partiel est très marginal depuis la fin de la pandémie. Il a représenté 39 millions d'euros en 2020 et 14,15 en 2021. Ce dispositif a été particulièrement vital pour les activités qui ont été arrêtées du jour au lendemain, et notamment chez nous pour les activités de services aéroportuaires. Nous n'avons en revanche pas fait appel aux prêts garantis par l'État. Je vous propose d'entrer plus en détail sur les dispositifs d'allègement et de réduction des cotisations patronales. Depuis les premières mesures, qui datent des années 90, nos entreprises se sont adaptées aux dispositifs d'allègement de cotisations sur les bas salaires. Ces dispositifs ont eu, au moment de leur mise en œuvre, un impact favorable sur l'emploi, en baissant le coût du travail. Aujourd'hui, je considère qu'ils n'influent plus sur l'emploi, ni sur les salaires de nos collaborateurs, ni sur notre capacité d'investissement. Ils ont modifié en profondeur nos équilibres économiques et impacté directement le prix de nos prestations. Pour comprendre l'ampleur du sujet, je vous propose de nous concentrer sur notre métier de propreté. 75% de nos salaires sont compris entre 1 et 1,6 SMIC. Les dispositifs concernent donc la majeure partie de notre masse salariale, même si la profession s'est toujours engagée à ce que les salaires conventionnels se situent au-delà du SMIC. Ce qui est considéré par tous comme des aides aux entreprises est devenu une donnée d'entrée pour nos prestations et nos clients. Aujourd'hui, nous payons des cotisations allégées sur les plus bas salaires et il est impossible de chiffrer nos prestations sans tenir compte des allègements, tant ils sont proportionnellement élevés par rapport à nos niveaux de marge. S'il me semble pertinent de questionner les niveaux de cotisation sociale sur les bas salaires et la contribution aux finances publiques, j'alerte sur la façon de modifier ces dispositifs qui peut être périlleuse pour les entreprises de propreté et qui en sont dépendantes aujourd'hui, et ce, quelle que soit leur taille. Quand on regarde les montants évoqués pour Honnête, 190 millions, vous imaginez, c'est plusieurs années de résultats. Donc c'est vraiment colossal pour nous. À titre d'illustration, les premières versions du PLFSS du gouvernement Barnier auraient dépassé de plus de la moitié notre résultat net après impôt. Ma conviction en tant que chef d'entreprise, c'est qu'il faudra, pour sortir de cette situation qui représente un risque majeur, partager une vision de long terme qui amène de la stabilité. Nous avons besoin de visibilité sur l'évolution de ces dispositifs. Il faut mesurer l'impact des revirements politiques dans un sens ou dans l'autre. Et j'insiste sur le fait que pour nous, nous ne sommes jamais gagnants. Étant donné les niveaux faibles de nos marges, les hausses de cotisation, tout comme les hausses de salaire d'ailleurs, doivent être nécessairement répercutées dans nos prix de vente pour ne pas nous retrouver en perte. Or, nos contrats sont en général indexés sur des révisions de prix qui n'intègrent pas ces dimensions et qui nous imposent tous les ans de revenir voir nos clients, acheteurs privés ou acheteurs publics. Lorsque la situation économique de nos clients ne permet pas d'absorber ces hausses, cela entraîne une revue du périmètre de nos prestations et donc mécaniquement des suppressions d'emplois. Seule une visibilité dans le temps des évolutions des cotisations sociales nous permettrait d'anticiper l'impact dans les offres réalisées pour nos clients et de préserver les conditions de travail de nos équipes. Je vous propose maintenant de faire un focus sur les aides à l'innovation. Le crédit d'impôt recherche représente 2,9 millions d'euros pour Honnête en 2024 et 2,6 en 2023. Il s'agit d'un outil fondamental qui pousse à investir dans la R&D en se sentant soutenu par l'État sur le risque. Dans le cadre de France de Relance 2030, Honnête Technologies, notre filiale dans le nucléaire, a bénéficié de 4 subventions en 2021 et 2022 au titre des dispositifs de soutien aux investissements et à la modernisation. Elles représentent un total de 2,7 millions d'euros encaissées à hauteur de 65% à fin 2024. Elles ont été perçues via BPI France et portées notamment sur des procédés de soudage, de contrôle non destructif ou des procédés innovants de décontamination laser. Il s'agit de projets d'innovation très concrets. Nous avons ouvert un centre d'essai laser qui permet à des acteurs français ou internationaux de venir qualifier leurs procédés de décontamination et de découpe. Cela concourt à la compétitivité et à l'attractivité d'Honnête Technologies, de la filière nucléaire, et ainsi cela crée des emplois. Concernant les aides régionales, nous avons reçu 350 000 € de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2021 dans le cadre d'un projet d'Honnête Technologies sur un procédé de soudage automatisé.
Enfin, à l'échelle de l'Europe, dans le cadre du programme Horizon 2020 de la Commission européenne, Honnête Technologies a bénéficié d'une subvention pour la recherche et l'innovation à hauteur de 934 000 €. Nous avons ainsi développé un projet avec le CEA et l'IRSN, acteurs français, ainsi que des acteurs espagnols, belges et suédois. Enfin, je finirai dans les aides publiques, je considérerai le soutien au mécénat. Nous avons mis en place le mécénat de compétences depuis la création de la Fondation Honnête en 2010 et nous venons d'élargir à 2 jours par collaborateur le nombre de jours de mécénat de compétences possibles. Entre mécénat financier et mécénat de compétences, Honnête a bénéficié du crédit d'impôt mécénat à hauteur de 400 000 € en 2024. Vous nous avez invités à formuler des propositions. Aussi, je les résumerai en 4 priorités majeures. La première, simplifier les mécanismes, les calculs et la gestion administrative. La deuxième, figer la temporalité. Si possible, anticiper les évolutions dans le temps dès la mise en place. En troisième point, lier les types d'aides à leur finalité et à l'impact attendu. Et enfin, en quatrième point, intégrer les caractéristiques objectives des différents types d'entreprises dans les analyses d'effets. Pour éclairer ces propositions, je vous propose de focaliser sur certains dispositifs. En premier lieu, je souhaiterais évoquer le CICE, qui a représenté en moyenne 40 millions € par an pendant 6 ans pour le groupe. Il a été pour nous le plus complexe des dispositifs, sans impact mesurable. La présentation même du mécanisme est révélatrice. C'est une aide reposant sur des crédits d'impôt, calculée sur des niveaux de salaire, dont le pourcentage a évolué à la hausse et à la baisse sur les 6 années, avec des possibilités de préfinancement et dont là où les finalités étaient de favoriser la compétitivité, l'investissement, l'embauche et la formation. Sur l'impact pour nos entreprises dans une concurrence nationale, je considère qu'il a été nul, voire déstabilisant. Les montants visés ont transité par nos entreprises et nous n'avons rien conservé ni utilisé. Notre modèle d'affaires basé sur la masse salariale rend trop lisibles nos équilibres économiques. Et la répercussion dans les prix, dans le cadre de marchés compétitifs, est inévitable. Nous avons dû investir du temps pour suivre ces mécanismes et répondre aux contrôles déployés. Par ailleurs, les dispositifs mis en place pour sortir du CICE, qui facialement semblaient plus importants, ont eu un impact défavorable sur nos résultats déjà fragiles. Je reviens rapidement sur les allègements de cotisations sur les bas salaires. Il me semble pertinent aujourd'hui de revoir les modalités, tant nos entreprises en sont dépendantes. Sur leurs effets, le point positif est qu'au final, ces montants se retrouvent dans nos prix, et donc le consommateur final de nos clients en bénéficie aussi. Les niveaux de charges sur les bas salaires pourraient être revus à la hausse dans l'idée d'une contribution de tous aux finances publiques. Attention néanmoins à garder un objectif commun d'évolution des plus bas salaires, et attention aussi aux activités exposées à la compétitivité internationale. Sur les modalités d'évolution, je verrai 3 axes. Le premier axe serait d'en revoir la mécanique. Au lieu de calculer des cotisations puis des allègements, revenir à l'application directe d'un taux progressif de cotisation sociale. Cela simplifierait les paramétrages dans nos outils de paye, aujourd'hui nous avons des équipes dédiées, et donnerait de la lisibilité pour ne pas se retrouver dans la situation de méfiance actuelle avec des allègements qui sont présentés aujourd'hui comme des cadeaux à nos entreprises. Le second axe serait de travailler sur une courbe avec un calcul simple et unique. Je considère néanmoins que les effets de seuil du dispositif actuel ne sont pas pilotés par nos équipes pour constituer des trappes à bas salaire, à l'instar de ce qui a pu être présenté et pointé dans le rapport Bozio-Wasmer. Le dernier axe de travail serait de définir un terme. Il est primordial de prévoir ces transformations sur un horizon qui ne mette pas en péril nos entreprises. Et j'insiste, car 10 à 15 ans pourront être nécessaires. L'un des bons exemples en la matière est l'ajustement de la déduction forfaitaire spécifique sur 8 ans, proposée par la propreté, avec un point de baisse par an. De cette manière, une entreprise comme Honnête est capable d'anticiper les propositions faites à nos clients et d'absorber l'extinction d'une telle mesure. Pour poursuivre sur l'enjeu de simplification, je donnerai l'exemple d'aide que nous n'utilisons qu'à la marge, la gestion administrative s'avérant trop complexe. Je vous disais que nous avions 10 000 collaborateurs issus des QPV. Nous n'avons fait appel au dispositif emploi franc que de façon anecdotique. Il est difficile d'obtenir les justificatifs associés au statut demandeur d'emploi en QPV.
Sur la formation aussi, des dispositifs comme le Fonds national de l'État ou le FSE européen sont des dispositifs trop lourds. 14 documents à fournir pour un collaborateur par exemple. Nous sommes convaincus des enjeux de formation, mais la complexité des systèmes est limitante. Sur la proposition de relier les aides à leurs objets, je soulignerai l'efficacité des aides à l'alternance. Elles ont permis de remobiliser les entreprises sur un sujet majeur, l'emploi des jeunes, même si cela reste encore un défi sur certains de nos secteurs. L'efficacité aussi des aides à l'innovation, comme le CIR. Elles permettent pour un grand nombre d'entreprises dont le modèle n'est pas centré sur la R&D de s'inscrire dans une dynamique d'innovation dont l'efficacité et la création de valeur peuvent être contrôlées et dont la finalité est de maintenir notre pays dans la compétition internationale. À notre échelle, ces aides sont très pertinentes. Dans les derniers commentaires que je souhaite ajouter, je pense souhaitable de favoriser des dispositifs incitatifs plutôt que punitifs. Et sur la transparence des aides, j'y suis favorable, bien sûr, dans le respect des règles de concurrence, du secret des affaires ou des enjeux stratégiques de souveraineté. Mesdames et messieurs les sénateurs, pour conclure, les entreprises sont comme vous soucieuses de l'efficacité de la dépense publique. Aussi, je considère pour ma part que pour être efficaces, les aides publiques doivent être ciblées, simples, lisibles et organisées dans le temps. Elles sont indispensables pour donner de l'élan à nos entreprises dans leur innovation et orienter les priorités d'investissement de notre pays. Merci pour votre écoute. Merci Madame la Présidente pour ces propos à la fois empreints d'une vraie volonté de transparence, de précision, de proposition. J'avais juste une petite question. 189 millions d'allègements de cotisations en 2024. La masse salariale et le montant des cotisations, justement. Alors, si vous l'avez. Alors, nous avons 900 millions de salaires bruts et les cotisations en taux représentent 26% en taux, net des allègements. D'accord. Merci. Je donne la parole à notre rapporteur Fabien Gay pour quelques questions. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames. Bon, merci pour votre présentation et la transparence, même si j'ai bien noté à la fin que vous étiez d'accord avec la transparence. Mais il y avait tellement de mais qu'à la fin, il n'y en a pas. Mais bon, c'est pas exactement ce que vous venez de faire. Je vous remercie en tout cas pour l'ensemble des éléments que vous nous apportez. Bon, comme on a une grosse demi-heure, et on s'en excuse une nouvelle fois avec le Président, puisque le gouvernement a décidé de provoquer un débat sur les questions énergétiques, et donc on ne peut pas tenir de réunion en même temps qu'un débat gouvernemental. Non, moi je viens directement sur les exonérations de cotisations, même si on peut venir sur évidemment le reste, puisque c'est le plus gros vous concernant, et c'est celui qui fait débat. Et je vous avoue que j'apprécie le débat comme vous le posez. Après, on peut avoir un désaccord ou pas, mais bon, moi je crois qu'on a une question, c'est que quand on dit l'utilisation de l'argent public par les grandes entreprises, dont la vôtre, donc la question c'est de savoir si ça bénéficie à l'emploi, à la transition numérique, énergétique, tant d'autres choses, et à l'entreprise elle-même. Mais la question, quand elle est liée à l'emploi, compte tenu de la puissance de votre groupe, et vous l'avez rappelé, il y a une question, c'est aussi la qualité de l'emploi. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, et la qualité de l'emploi, ça passe par les conditions de travail. Évidemment, c'est des métiers extrêmement difficiles, pénibles, très tôt le matin, notamment dans les bureaux, bon, souvent un emploi féminin, souvent des temps partiels imposés. Évidemment, bon, donc tout ça rend la tâche plus pénible qu'un travail de bureau. Mais aussi, c'est évidemment des petits salaires, et des salaires autour du SMIC. Bon. Donc là, il y a un débat, c'est que, et vous l'exprimez aussi, l'entreprise est prisonnière, en réalité, de l'argent public, puisque par exemple, quand a été évoqué, vous venez de le dire aussi, le fait qu'on pourrait non pas supprimer des exonérations de cotisation, mais de les rehausser, notamment pour les niveaux autour du SMIC, l'ensemble des entreprises de nettoyage, dont la vôtre, mais pas que, aussi vos concurrents, ont interpellé l'ensemble des parlementaires, dont au Sénat, en disant si vous faites ça, c'est la suppression directement de milliers d'emplois. C'était un peu ça. On pourrait dire chantage à l'emploi, mais peu importe. Mais on a une question, c'est qu'en plus, avec le concours des marchés publics ou des marchés privés, vous avez redit
30% des contrats chaque année sont remis sur la table, ce qui est assez considérable. Évidemment, c'est la course au moins 10 ans social. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que vous avez un client qui vous dit « je veux payer 100 000, je veux en payer 90 pour le même niveau de service », donc c'est suppression d'emploi, ça baisse des salaires, enfin, et c'est toujours la compétition comme ça. Et donc là, on a une question à se poser, c'est que pour vous, vous êtes, et vous le dites, ultra dépendant des aides publiques. D'ailleurs, si on venait à toucher, ne serait-ce qu'un peu, tout votre modèle économique tombe. En même temps, il y a une question autour de la qualité de l'emploi, qui mérite, pardonnez-moi, de rester posée, pour des métiers, je le redis, difficiles, mais qui sont liés au travail, mais dont, quand même, les conditions de travail et les niveaux de salaire. D'ailleurs, bon, vous le savez, des mouvements sociaux se multiplient un peu partout, et pas que chez vous, d'ailleurs, hein. Chez aussi vos concurrents, que ce soit dans les gares, les hôpitaux, et tant d'autres, il y a beaucoup de mouvements sociaux, parfois extrêmement longs, d'ailleurs. C'est des fois plusieurs semaines de conflit social. C'est d'ailleurs très difficile pour les petits salaires. Donc voilà. Donc moi je pense que la question, elle doit se poser au niveau de la clientèle. Parce qu'à un moment donné, il faut responsabiliser toute la chaîne. C'est-à-dire que j'entends qu'il faut de la visibilité et de la prévisibilité. Vous appelez à ce qu'on rehausse le niveau des cotisations, mais sur un temps long, 1% sur 8 ans, je crois. Mais à un moment donné, il faudra aussi avoir le débat avec les clients de dire on ne peut pas fournir le même niveau de service pour des prix toujours plus bas. Et moi, ma première question, c'est, vous avez évoqué mais les marchés publics et marchés privés, bon, marché privé étant une question, mais est-ce que les marchés publics sont aussi dans cette course au moins 10 ans social? Parce que là, pour le coup, c'est l'État, les collectivités, et donc, en premier lieu, nous avons, quand je dis nous, global, le pouvoir public, une responsabilité, c'est déjà d'inverser cette tendance-là. Donc est-ce que vous pouvez approfondir cette question autour des marchés publics, ou est-ce qu'en réalité, les marchés publics sont comme les marchés privés, toujours dans la course au moindre coût, et donc au moins 10 ans social? Merci pour cette question qui est très large, puisqu'elle est à la fois, elle pose la question de l'organisation des métiers de la propreté, de la façon dont nous structurons, nous, par exemple, en tant qu'entreprise honnête, et puis du comportement de nos clients. Donc, je vais essayer d'adresser l'ensemble des sujets, et si je m'écarte un peu, je vous en prie, re-questionnez-moi sur des points précis. Je rappellerai juste que la profession de la propreté est une des professions les plus organisées en termes de fédération. Qu'on a travaillé depuis des années sur les conditions de travail. Nous sommes conscients que ce sont des métiers difficiles et c'est pour ça que j'ai insisté dans mon propos liminaire sur les métiers d'intervention physique. Nos métiers sont physiques, pas que la propreté, mais tous les métiers physiques aujourd'hui et les contextes dans lesquels nous intervenons sont plus complexes, effectivement, que des emplois de bureau. Donc je reviendrai sur le secteur de la propreté. Je l'ai dit aussi dans mon propos liminaire, nous avons toujours veillé à être un petit peu au-delà du SMIC en termes de rémunération. C'est un engagement fort de la profession hein, de maintenir cet écart au SMIC. Sur les conditions de travail en journée, ça fait à peu près une dizaine d'années que nous avons posé le concept de ce qu'on appelle le travail en journée, c'est-à-dire essayer, quand l'activité de nos clients le permet, de faire intervenir nos collaborateurs en parallèle de l'activité de nos clients. Aujourd'hui, on sent une tendance qui s'améliore, une prise de conscience, on va dire, collective. Je crois qu'on est dans les derniers chiffres à 15% des contextes où c'est possible, donc ça s'améliore. Et bien évidemment, le travail en journée, c'est un combat collectif parce que sur la sécurité de nos travailleurs, ça leur permet de venir sur des horaires et dans des conditions qui sont plus faciles, plus en sécurité. Ça permet d'améliorer le quotidien, ça permet d'améliorer leur visibilité. Bref, c'est gagnant pour tout le monde. Donc sur le travail en journée, vous avez raison, c'est encore un combat. Sur la façon... Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre... Oui, allez-y. Comme on a très peu de temps, c'est juste une incise. Est-ce que vous sauriez, parce qu'il y a eu des tentatives de légiférer sur cette question-là. Non, mais c'est une question. Est-ce que vous êtes pour légiférer sur cette question ou pas? Parce que, bon, moi, j'habite en Seine-Saint-Denis, je prends le RERB tous les jours, pas tous les jours, très tôt le matin, mais ça m'arrive, par exemple, quand je me déplace pour prendre le train. Bon, globalement, c'est les travailleurs essentiels. Moi, je ne parle pas d'invisibles. C'est les travailleurs essentiels qui partent de chez moi.
qui prennent le RER B à pas d'heure, 5h15 le premier, qui vont dans les locaux, etc., pour nettoyer, avant que les gens dans les bureaux arrivent, ils soient sortis. Donc à un moment donné, si on veut changer le comportement, y compris des clients, et aussi des entreprises, est-ce que nous ne devons pas passer par la loi sur cette question du travail? Non, je crois qu'en fait, pardon, j'ai répondu un peu vite, mais je ne pense pas qu'il faille légiférer, parce que ça rendrait très complexe. Enfin, on parle déjà d'un droit du travail qui est assez complexe. Non. Pour moi, l'enjeu et la clé, c'est l'évolution des contrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont nos contrats sont organisés, et c'est ça en fait, quand nos clients changent, ils changent la façon de contractualiser. C'est-à-dire qu'au lieu de nous envoyer des appels d'offres avec des mètres carrés, des demandes qui sont comme ça, en fait, on travaille plutôt sur une solution de propreté et on travaille avec eux sur la possibilité d'intervenir en journée. On a développé aussi dans nos métiers, par exemple, la digitalisation qui permet de suivre quelle pièce est utilisée, quelle pièce ne l'est pas, et du coup de changer les parcours de nos collaborateurs. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très vertueux, le travail en journée, mais je pense que c'est vraiment à nous de travailler avec nos clients sur comment ça se met en place. L'argument phare de l'aspirateur fait du bruit n'existe plus. Voilà. Donc c'est dans le contrat, dans la façon dont on calibre nos interventions et dans la façon dont on les organise. Mais par contre, je crois qu'on est capable de progresser tous collectivement, je ne vais pas dire rapidement, mais on est capable de le faire. Après, si vous me permettez de revenir sur les enjeux de la propreté, vous parliez de la relation avec nos clients. Le groupe Honnête est un groupe qui est très engagé dans le fait, je crois, vous parliez de moins-disant social. Notre objectif, nous, c'est d'être toujours, non pas le moins cher, mais le plus cher avec la meilleure notation technique. Et c'est comme ça qu'on doit gagner des appels d'offres. Nous investissons dans quoi? On investit dans les conditions de travail de nos collaborateurs, ça veut dire leur équipement, leurs outils, la formation, tous les engagements que l'on doit avoir sur la compliance, etc. Bref, tout l'encadrement de nos marchés et tout ce qui est autour de notre collaborateur, c'est un engagement fort de la part de nos entreprises. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas que tous nos clients vont vers le moins-disant social. En revanche, dès que la situation économique se tend, et c'est le cas pour nos clients privés comme pour le client public, tout le monde regarde sa facture. Et c'est là où je reviens sur le point que vous évoquiez. Quand on regarde sa facture, et nous avons la capacité de discuter avec nos clients et de dire « votre possibilité c'est X ou Y », comment on adapte nos prestations. C'est en cela que nous alertons sur l'emploi et que nous avons alerté sur l'emploi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, la propreté, la sécurité humaine sont des métiers nécessaires et essentiels, mais à un moment donné, quand les clients n'ont plus les moyens, on doit réduire les périmètres et organiser les interventions différemment. Et c'est là que, du coup, on a un effet sur l'emploi, pour être précise dans ma réponse. Oui. Bon, moi, j'entends votre volonté de meilleur équipement, etc. Après, bon, sur le terrain, c'est parfois plus complexe. Non, mais je dis ça... Les conditions d'intervention sont difficiles. Enfin, si vous voulez revenir sur ce sujet-là, les conditions d'intervention sont difficiles, mais la réalité de nos métiers, c'est qu'on nettoie des environnements difficiles, dans des conditions difficiles. Par exemple, les hôpitaux alors, les hôpitaux sont des environnements qui sont quand même valorisants pour nos équipes. Il y a des contextes plus compliqués que ça encore. Mais c'est complexe, mais les gens ont vraiment du sens à leur travail. Ils sont très fiers, nos collaborateurs, de ce qu'ils font. Moi, j'ai porté ce message plusieurs fois aussi. Je crois que il faut considérer, oui, que nos métiers sont difficiles, mais il faut arrêter de ne pointer que cela. Ce sont des métiers dans lesquels on forme. Je vous donne un exemple, nous avons une université interne, on forme, on a une capacité de développement des compétences. Donc on a des ouvriers qui ont démarré agents et qui aujourd'hui sont directeurs d'agence. On essaye de former et aussi, alors on a cette chance dans le groupe Honnête aussi, notre ambition c'est de créer des parcours ouvriers, c'est-à-dire de créer une histoire où vous pouvez commencer agent dans un métier et changer d'environnement. La réalité de nos métiers qui est méconnue aussi, c'est qu'on a des transferts de personnel qui protègent l'emploi, l'annexe 7 de la Convention collective de la propreté, qui protège l'emploi puisque en cas de changement de prestataire, le personnel est repris. Donc c'est protecteur pour les collaborateurs. En revanche, il y a quand même un revers, c'est que les collaborateurs restent sur un site, à mon sens, trop longtemps. Dans une carrière, à un moment donné, il faut de l'évolution, il faut de l'ouverture. Et donc c'est sur ça que le groupe Honnête travaille. Bon, là, vous pointez beaucoup
vous pointez beaucoup de débats. La mobilité, par exemple, je peux l'entendre, et le fait de rompre une routine, ça c'est vrai pour beaucoup d'emplois à haute valeur ajoutée, parmi les cadres. Pour les simples ouvriers et ouvrières, il n'y a pas de mépris dans ça, toute ma famille est ouvrier et ouvrière, donc je suis le premier à ne pas l'avoir été, donc il n'y a aucun mépris et beaucoup de respect pour ces professions, qui, je le rappelle, pour moi, sont essentielles, ce n'est pas des invisibles. Sauf que le réel, lorsqu'on impose de la mobilité à des personnels qui vont travailler, je le redis, très tôt le matin, qui n'ont pas forcément du véhicule, des véhicules personnels, qui doivent emprunter les transports, qui parfois se retrouvent sur un site et puis plusieurs mois après, de l'autre côté de l'Île-de-France, pour prendre ce qui nous... C'est parfois des temps de rallonge, donc ça c'est un peu plus complexe, ça marche pour les hauts cadres, dirigeants. C'est parfois plus complexe en réalité pour les ouvriers et les ouvrières. Non, moi je reviens, c'est que la fierté, d'ailleurs j'ai déjà entendu cette phrase, je crois que c'est Pannier-Runacher qui disait il faut être fier quand on va au travail. Oui, il faut être fier quand on va au travail, et je le redis, les ouvriers et les ouvrières, ils participent, mais une des questions de la fierté, c'est la question de la rémunération. Et là, on esquisse le problème, et on a un problème collectif. Enfin, vous avez un problème, et nous avec. C'est que donc, vous avez une entreprise et un secteur sous perfusion publique, vous ne refusez pas le terme, puisque 189 millions d'exos, je passe le reste qui n'est pas micropole, mais on est sur quelques millions de CIR et autres subventions, 189 millions, si on change, ne serait-ce que à la virgule près, ça peut mettre en péril l'équilibre, avec un résultat à 1,8, et le problème, et qui reste quand même extrêmement posé, c'est la rémunération de l'ensemble des salariés, qui reste quand même faible, autour du SMIC, et je le redis, avec des temps partiels imposés, du travail de nuit ou de très tôt le matin. J'entends que vous ne vouliez pas légiférer sur cette question, mais si on veut changer l'habitude d'un certain nombre d'entreprises, vous voyez par exemple sur les questions, autre chose, mais sur les questions de parité, on a voulu être incitatif pendant un moment, et puis à un moment donné, il a fallu légiférer, parce qu'autrement, ici, il y aurait toujours une très très grande majorité d'hommes qui siégeraient. Donc à un moment donné, il faut l'imposer. Et je pense que sur la question du travail de journée, si on attend de vouloir changer les mentalités de l'ensemble des clients publics et privés, on peut attendre pendant des années. Donc là, il y a une question, c'est que l'argent public contribue, d'une manière ou d'une autre, à maintenir un emploi, certes, important et essentiel, mais un emploi de qualité difficile. Donc ça, c'est lié intrinsèquement au travail, mais avec des rémunérations qui restent extrêmement faibles, et dont, de fait, qui n'incitent pas ni l'entreprise à augmenter le salaire, parce qu'il faut rester en dessous de 1,6 SMIC pour continuer à toucher des exonérations, ni en réalité aux clients de vouloir aller au meilleur prix. Parce que le réel, moi je me souviens, plein de luttes sociales dans le 93, sur les changements à chaque fois d'acteurs, bon, il y a l'obligation de reprendre le personnel, oui, etc. C'est parfois extrêmement difficile, hein, d'ailleurs pour des salariés qui changent en 20 ans de carrière 5 ou 6 fois, c'est toujours au moins des ans sociales, c'est toujours en perdant des acquis, et à un moment donné, ça se fait sur la question de la rémunération. C'est ça le réel. Aujourd'hui, le réel d'un employé, pas que d'honnête, on prend vous parce que vous êtes le plus gros acteur, oui, quand on parle de vous, c'est l'ensemble de la filière, entendez bien ça. Oui. Mais l'ensemble de la filière, c'est aujourd'hui le réel. Pour des dizaines de milliers de salariés, c'est celui-là. Encore une fois, moi, alors je réinsiste sur le travail en journée. Le fait de légiférer, je pense, amènerait de la complexité. C'était dans mon propos liminaire. Je pense que la complexité est déjà large dans nos métiers. Et je crois que, encore une fois, nous pouvons arriver, à force de conviction, de travail, et la profession, encore une fois, est très engagée à convaincre de plus en plus que c'est possible et à l'organiser et à en faire la preuve. Donc sur le travail en journée, moi je reste convaincue que c'est un combat collectif, mais les environnements sont tellement différents d'un site à l'autre qu'aller travailler sur dans quel contexte, sur quel site, enfin bon, bref, je pense que ce serait trop complexe. Sur la rémunération, moi j'insiste, hein, ma vision de ces allègements, c'est qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas considérer que ce sont des allègements ou une aide
j'entends quand vous dites, en fait, c'est le budget de l'État. Moi, je vois les choses à l'inverse, en me disant aujourd'hui, notre contribution sur les bas salaires est relativement faible. Voilà, la cotisation sur les bas salaires est faible. Est-ce qu'on veut l'augmenter ? Et moi, je serais pour qu'on revienne à un mécanisme inverse, de redire aujourd'hui, on a refait le calcul, on est à 4%, 8% de taux de cotisation sur les plus bas niveaux. Est-ce qu'on considère qu'un travailleur qui gagne ce niveau de salaire et qui cotise à cette hauteur, c'est suffisant ou pas ? Moi, je prends la question aussi dans l'autre sens, parce que supprimer des aides, ça voudrait dire qu'on revient à des taux de cotisation sur les bas salaires qui sont de X. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille le niveau de cotisation qu'on considère sur les bas salaires. Après, augmenter le net, puisque c'est ça dont vous parlez, l'enjeu c'est d'augmenter le net de nos collaborateurs. Augmenter le net et le brut. Parce que vous avez une question, c'est aussi nos modèles sociaux. À un moment donné, moi je pense que c'est un élément d'attractivité. Bon, c'est toujours un débat entre nous, mais de toute façon, cette commission, elle ouvre tout un champ de débat, le modèle social, la réindustrialisation du pays. C'est moins le cas aujourd'hui, mais elle ouvre tout un tas de débats. Et le modèle social, c'est un élément de compétitivité. Bon, mais je me tais parce que je souhaite laisser la parole à mes trois autres collègues qui sont là, mais j'aurai une dernière question, si vous permettrez. Est-ce que parmi les collègues présents, je vois Evelyne Renaud-Garabédian? Oui, merci. Du côté de Lucien ou de Lucien Stanzione ou de Laurence Harribey, pour l'instant, il n'y a pas de question. Donc, on va donner la parole à Evelyne Renaud-Garabédian. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, d'avoir été aussi claire, aussi précise sur la partie de votre exposé et transparente. Moi, je me posais une question, enfin, je m'en pose plusieurs, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, donc je m'arrêterai. Les aides que vous touchez représentent à peu près 21% par rapport à votre masse salariale non chargée, puisque je prends ça à 90 millions, et je vois que vous avez, par rapport à la masse salariale, ça représente 21 millions, les aides que vous encaissez. Je voudrais savoir combien vous encaissez d'aides au Brésil et quel est ce pourcentage qui existe. Est-ce que vous encaissez des aides et quelle est la partie salariale que vous avez là-bas, si vous encaissez donc que des aides en France. Et sur le territoire français, vous êtes plutôt présent dans quelle région? J'ai entendu tout à l'heure que vous encaissiez quasiment pas d'aides territoriales et c'était surtout des aides nationales que vous aviez. Donc j'aimerais savoir sur cette partie comment se fait la répartition géographique. Et puis une question à titre personnel, moi je suis quelqu'un qui est dans l'hôtellerie, où on a notre propre personnel, quel est le pourcentage que représente votre activité dans l'activité hôtelière? Je vous en prie, Madame la Présidente. Alors, sur le Brésil, en fait, on a très peu d'aides. Donc, je ne vais pas être voilà, nécessairement... ça ne va pas être aidant. En Espagne, en revanche, on est plutôt proche des 2 millions d'euros. Donc, voilà, on a à peu près des aides du même type. Sur le territoire français, on est présent un petit peu partout. On est présent sur l'ensemble du territoire. Je le disais, on a plus de 300 agences. Donc, on fait partie des entreprises voilà, qui sont les plus en proximité de l'ensemble de nos clients sur le territoire. C'est une vraie stratégie, une vraie volonté d'investir justement dans les agences d'encadrement intermédiaire parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on arrive à bien accompagner nos équipes sur le terrain. Donc, c'est une vraie stratégie personnelle et un vrai modèle pour notre entreprise. Mais effectivement, on a peu d'aide après locale. Voilà, on n'a pas une stratégie forcément, j'allais dire, aussi offensive sur ce sujet. Sur l'hôtellerie, écoutez, on a beaucoup reculé pendant, je crois, il y a une dizaine d'années sur les marchés de l'hôtellerie, de par leur complexité. On est arrivé aujourd'hui à définir un modus operandi avec certains de nos grands clients pour travailler différemment, justement, et travailler sur les conditions de travail un petit peu différentes. Il y a des groupes voilà, qui ont créé, qui se sont mis des engagements en termes de responsabilité sociale aussi plus importants qu'avant. Et donc petit à petit, on reprogresse, mais aujourd'hui, ce n'est pas un chiffre d'affaires majeur pour notre entreprise dans l'hôtellerie. En définitive, je me pose une question de base. Si vous n'avez pas du tout d'aide, votre business model, il tient comment ? C'est ce que je vous disais, en fait, si on n'a plus d'aide, si du jour au lendemain vous nous enlevez les allègements, on remettra le niveau de cotisation nécessaire sur les bas salaires, c'est-à-dire les 26%, et nous irons voir nos clients. Le risque derrière ça, parce que c'est ce qui se passera, c'est que nos clients n'ont pas du tout prévu dans leur budget les niveaux d'augmentation que ça va représenter. Je vais vous donner un exemple. Je peux vous donner par exemple l'exemple dans la sécurité. Il faut se rendre compte par exemple que rien que sur les niveaux de salaire, l'évolution des niveaux de salaire,
Dans la sécurité, on a eu des évolutions de salaire en cumul depuis 2020, c'est 20,5%. Donc pour nos contrats, alors quand vous voyez la proportion de la masse salariale, c'est des évolutions à répercuter qui sont importantes. On a vécu pendant des années avec très peu de hausse d'inflation, et depuis 5 ans, on est reparti, entre guillemets, dans un modèle de revalorisation des salaires, et donc, nous, de nécessité de revaloriser nos contrats. Donc tout simplement, si demain il n'y a plus d'allègement, on ira voir nos clients. Le risque, c'est quoi? C'est qu'ils nous disent, nous n'avons pas les moyens. Hier, la prestation me coûtait 100. Aujourd'hui, vous me dites c'est 150, par exemple. Il faudra revoir le périmètre et nous n'aurons jamais le même périmètre. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense que vraiment cet enjeu de long terme, de possibilité d'absorber petit à petit une hausse de cotisation sociale sur les bas salaires est possible, mais il faut le faire dans le temps et il faut le faire de façon concertée. Merci Madame la Présidente. Moi j'avais une petite question avant de laisser la question de la fin à notre rapporteur. Est-ce que vous pensez que si en France ces aides plus ou moins importantes sont nécessaires pour accompagner les entreprises, on le voit bien notamment dans votre situation, basée essentiellement sur la main-d'œuvre, très peu d'investissement ou d'immobilisation, etc. C'est aussi parce qu'on a un degré d'exigence peut-être excessif sur certains points, mais si on les met bout à bout entre le modèle social, les exigences en termes de sécurité au travail, les exigences en termes de conditions de travail, les exigences en termes de normes de sécurité, normes environnementales par rapport aux produits qui peuvent être utilisés, par rapport à un certain nombre de choses, l'accumulation, je ne dis pas que c'est mal en soi, hein, je parle, moi ce que je considère comme mal, c'est l'excès et la modification sans cesse des choses, mais vous l'avez dit. Mais l'accumulation qu'on retrouve principalement en France, de toutes ces exigences, un petit peu jusqu'au boutiste par rapport au... Alors je ne prendrai pas le Brésil comme contre-exemple, parce que je pense que c'est complètement différent, notamment sur le modèle social, cher rapporteur. Mais fait que, de toute façon, sur des entreprises, notamment des entreprises essentiellement basées sur de la main-d'œuvre, sans aide publique, il n'y a pas de compétitivité possible. Et donc, automatiquement, l'exigence poussée à son extrême provoque aussi une nécessité d'aide publique et d'argent public mis dans le système. Alors, je comprends la logique de votre démonstration. Ouais. Mais à l'inverse, en fait, moi, je crois que relever le niveau d'exigence, c'est une bonne chose. Voilà. Parce que relever le niveau d'exigence, la sécurité des collaborateurs, par exemple, pour nous démarrons toutes nos réunions jusqu'au comité exécutif du groupe par les enjeux de sécurité des collaborateurs. Où en sommes-nous, les actions de prévention, etc. Ça fait partie pour moi des dispositifs notamment sur lesquels aujourd'hui on est plutôt pénalisé au lieu d'être incité, par exemple. Mais en revanche, je crois que c'est fondamental que de se dire, moi c'est toujours ce que je dis aux équipes, c'est la seule chose qui me préoccupe, c'est la santé de mes collaborateurs. Hein. Après oui, il y a l'économique, il y a plein de choses qui sont compliquées, mais la réalité, c'est qu'on a des métiers difficiles, dans des contextes d'intervention sensibles parfois, et que l'enjeu c'est que chacun fasse attention à lui et à la prévention du collectif. Donc je crois au contraire que c'est une belle exigence. En revanche, je ne suis pas sûre que ça soit lié avec les enjeux d'aide. Je crois au contraire qu'il faut garder l'exigence, peut-être travailler sur des mécanismes plus incitatifs que punitifs, comme je le disais. En revanche, les aides dont on parle sur les cotisations sociales, c'est un vrai sujet de modèle économique français. Quand on voit que sur les hauts salaires, on a plus de 50% de taux de cotisation, voilà, c'est un choix. Et on sait que sur notre compétitivité, ça peut peser. Maintenant, sur nos travailleurs ouvriers, sur les plus bas salaires, parce qu'il y en aura toujours des plus bas salaires dans un modèle économique, comment on le travaille, comment on le définit, quelle est la contribution et qu'est-ce qu'on est capable d'absorber. Voilà, vous le disiez, nos métiers et nos interventions, moi je suis convaincue qu'elles sont essentielles. Je ne rêve pas d'un monde de robots qui vont réaliser ces tâches demain, donc c'est important. Voilà, on travaille sur les robots qui aident à améliorer les conditions de travail, ça oui, mais en revanche, ce sont des emplois et un travail qui est souvent nécessaire. Donc voilà, je dissocierai les deux. L'exigence est bonne, elle nous amène de la compétitivité, elle nous amène, voilà, socialement, moi je trouve un modèle qui est vertueux en France, et d'ailleurs j'insisterai, vous parliez du Brésil,
C'est un bon exemple parce que chez Honnête, quand on va dans un autre pays, on essaye de partager notre vision du métier. Et un des échanges qu'on a eu avec le Brésil, c'est que nos équipes brésiliennes ont mis en place une sorte de CE pour les collaborateurs. C'est quelque chose qui ne se fait pas au Brésil, mais comme nous sommes une entreprise française, ils ont repris ce modèle-là, et donc on accompagne nos collaborateurs avec des choses qui ne se font pas d'habitude au Brésil. Tout petit point, est-ce que vous pensez que par ces aides publiques, notamment sur les bas salaires, on a plus mis en avant et recherché l'emploi que la rémunération, puisque après, plus on veut augmenter la rémunération, plus le pourcentage de charges ou de cotisation est important, et ce qui fait qu'on est plus, on aurait plus tendance en tant que chef d'entreprise à favoriser des bas salaires. Alors, oui, ça fait des emplois pourvus, mais en même temps, ça ne crée pas forcément de la rémunération. Dans nos entreprises, et je réinsiste quand même sur ça, ce n'est pas satisfaisant d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas eux-mêmes, qui ne peuvent pas vivre parfois avec les salaires ou la rémunération qui leur est accordée. Donc je réinsiste quand même sur ça parce que c'est difficile aussi pour nous. Maintenant, je crois que si on veut augmenter la rémunération, le SMIC est un enjeu, hein, ça c'est sûr, de dire à un moment donné on est un pays où on a un salaire minimum, c'est un enjeu. Nous travaillons aussi beaucoup, nous, et ça c'est vraiment l'avenir aussi, sur les temps complets. On le sait, notre enjeu c'est de travailler sur plus de temps complet. Après, pour mieux rémunérer, c'est vrai que pour une entreprise c'est plus facile et plus direct de travailler sur un niveau de charge salariale que vous allez abaisser et repasser dans le net, ça c'est sûr. C'est évident que c'est plus, c'est moins, j'allais dire, impactant directement dans le modèle d'affaires. Donc ça c'est possible. Voilà. Après, je crois qu'il faut garder cet objectif quand même d'améliorer la situation de nos collaborateurs, ça c'est sûr. Merci Madame la Présidente. Dans le souci d'être efficace, il y a une question de Louis Tanzione. Et tout de suite derrière, je laisse la possibilité au rapporteur de poser une dernière question et vous répondrez à l'ensemble pour qu'on puisse terminer, parce que je vois que l'heure de la séance arrive très vite. Lucien Stanzione. Monsieur le Président, merci Madame la Présidente. D'abord, je m'excuse d'être arrivé en retard. Et donc, je vais poser une question que peut-être a posé notre rapporteur, parce qu'il a l'habitude de poser ce type de questions. Ce serait, si vous percevez des aides de l'État pour faire fonctionner votre entreprise, en cas de résultat positif à l'issue de votre exercice, que se passe-t-il? C'est-à-dire que les bénéfices constatés, qu'est-ce qu'ils deviennent au regard des aides perçues par l'État? Est-ce que ils reviennent aux actionnaires? Est-ce que ce sont les salariés qui puissent en bénéficier? Est-ce que vous les rendez à l'État d'ailleurs? Ça peut être aussi la restitution, pourquoi pas? Donc voilà, une petite question purement technique. Mais qui est majeure. Si vous permettez, Madame la Présidente, pour qu'on soit efficace, une dernière question du rapporteur, vous répondrez aux deux en même temps. Merci. Vous allez être sauvé par le gong dans une minute. Non, on n'a non, plus, je reste on n'a plus le droit de parler dans une minute. Non, mais bon, c'était un débat intéressant, moi, que je voudrais continuer à pousser avec vous, parce que contrairement à d'autres filières, par exemple industrielle et en ce moment la filière sidérurgique, ArcelorMittal, on a un chantage à l'emploi, mais de toute façon, l'emploi est délocalisable en Inde. Concrètement, je prends ArcelorMittal, c'est ça, ou au Brésil. Et d'ailleurs, Mittal est en train, lui, de poursuivre ses investissements en Inde ou au Brésil. Là, l'emploi et votre filière, en réalité, elle n'est pas délocalisable. Pas du tout, d'ailleurs. Une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ici au Sénat ou ailleurs, il y aura toujours besoin de personnes qui assurent la sécurité. Alors ici, le particulier, évidemment, c'est la garde, mais dans des entreprises privées, il y aura besoin de sécurité et il y aura toujours besoin de nettoyer. Donc en réalité, l'espèce de chantage à l'emploi en disant « mais si on augmente les cotisations, là », de toute façon, le client, si toute la filière est obligée d'augmenter les prix, il pourra faire la compétition au moins-disant social. Mais si tout le monde est obligé de remettre 20%, ou finalement, soit il se passera du service et donc il le réinternalisera, soit, ça veut dire que plus personne va faire de nettoyage en France, plus personne va faire de la sécurité, alors qu'il y a besoin de croissant de sécurité. Non, c'est pas ça la réalité. Donc, vous êtes une filière
absolument pas délocalisables. Alors s'il y en a bien une, c'est vous, comme la restauration. Oui, alors, on ne va pas aller manger le midi à Rio de Janeiro et puis revenir à 14h au bureau. Alors, il y aura toujours besoin de cuisiniers, de serveurs et de plongeurs. Non, mais je veux dire, donc, moi je pense que nous devons prendre aussi ça en compte. Et je pense qu'à un moment donné, dans le débat qui devra nous animer, parce qu'il va nous animer, sur cette question des bas salaires, etc., je pense qu'on doit le regarder filière par filière, mais je pense que la vôtre, à un moment donné, il faudra un choc, oui, mais c'est le rapporteur communiste qui vous parle ici au Sénat, donc n'ayez crainte. Ça voudra dire que le combat politique va être de grande ampleur pour que ce que je dis se mette en place. Mais je pense que de toute façon, il faudra qu'il y ait un choc, parce que je pense que les exonérations ne peuvent pas continuer à être une frappe à bas salaire. Et puis la deuxième question, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps. En plus des conditions de travail dont on a parlé, des questions de la rémunération dont on vient de finir, moi, je redis, vous êtes dans une filière, là je ne prends pas qu'honnête, mais vous êtes dans une filière où les conflits sociaux sont extrêmement durs, extrêmement longs. Je prends les CHU, les gares de Marseille, enfin bon. Le nombre, les salariés d'hôtel, il y en a, Batignolles, ils ont fait 2 ans et demi, extrêmement long. C'est pas l'habitude de la filière de voir d'un bon œil la syndicalisation. Et quand on ajoute conditions de travail difficiles, rémunération faible, en tout cas proche du SMIC, et en plus pas de syndicalisation et conflits sociaux à répétition, et je ne parle pas que d'honnête, je parle de la filière, et partout, je n'ai pas le temps de faire l'ensemble du schéma, si vous voulez, je vous le donnerai après, enfin un autre jour. Je pense que, là aussi, je pense que dans l'organisation de l'entreprise et du dialogue social, il y a des choses à revoir. Alors je vais répondre à l'envers. Madame la Présidente, je vais vous donner, n'oubliez pas de répondre également à la petite question de Lucien Johnson. Je voulais préciser 3 points. Le premier, par rapport à ce qu'a pu dire notre rapporteur, c'est que je n'ai pas eu du tout la sensation que vous étiez dans une démarche, quelle qu'elle soit, de chantage à l'emploi. Alors peut-être ça a pu se faire, mais pas dans l'audition que... Non. Voilà, on a eu, non mais je voulais le préciser. Et puis, quand notre rapporteur parle d'un choc au niveau des entreprises, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt nuisible à notre monde économique. Et qui, de ce que j'ai compris, mais moi je le pense également, que les choses doivent plutôt se faire dans le temps, avec lissage, et avec une visibilité sur les choses qui vous permettent, vous, d'anticiper. C'est juste voilà, tout à fait. Ce que je voulais dire. Maintenant, je vous laisse terminer. Non, je vais repartir à l'envers. Sur les relations sociales, nous, on a quand même plus de 300 CSE dans l'entreprise. On est très, je vous le disais, très territorial. On a une relation sociale qui est très organisée. J'ai des centaines de personnes qui encadrent. Enfin bref. Donc pour nous, on a plutôt cette intention et cette vision que de dire que le dialogue social est essentiel, au contraire. Et quand vous parlez des grèves, alors vous disiez sur toute la profession, mais si je peux me permettre quand même de défendre mon entreprise, voilà, proportionnellement au nombre de sites qu'on a, on a toujours attaché vraiment beaucoup d'importance au dialogue social, et pour nous c'est clé. Donc encore une fois, je reviens sur votre volonté de faire évoluer la profession, les conditions de travail. Je pense que c'est vraiment un enjeu collectif. Et l'image, la première. Arrêtons de prendre nos métiers comme les pires des métiers et les plus difficiles. C'est dur pour nous d'arriver à valoriser nos métiers, même vis-à-vis de nos clients, alors qu'on nous renvoie sans cesse cette image. Donc c'est vrai que ce combat, il est collectif, il est commun. Je reviens sur votre sujet des bas salaires. Je crois qu'il faut arriver à se dire, encore une fois, à quel niveau de salaire, quelle contribution sociale. C'est déterminant, cette vision-là. C'est déterminant pour notre pays. Et enfin, je reviendrai, monsieur, sur votre question, sur le fait de disposer d'aides sociales et est-ce qu'on est prêt à les rendre, etc. Moi, je crois que les aides, et je l'ai dit effectivement dans mon propos liminaire, les aides, elles sont bonnes quand elles sont temporaires. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un impact sur l'emploi quand l'aide, elle est là 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'elle s'arrête. L'année où vous avez les aides, si vous faites du résultat, j'ai envie de dire, tant mieux. À un moment donné, il faut que nos entreprises fassent du résultat pour pouvoir investir et pour pouvoir avoir de la pérennité. Quand on parle de 1 à 3% de résultats, mais c'est un minimum. Enfin, vous vous rendez compte l'énergie qu'on met dans la complexité des entreprises, dans tout ce qu'on fait sur les sujets juridiques, les sujets d'accompagnement, bref, ce qu'est une entreprise. Heureusement qu'on a un peu de résultats. Moi, ce que je dis à nos équipes, c'est que quand on n'a pas de résultats, c'est qu'on a mal travaillé. On ne paye pas
pour venir travailler. Donc quand je perds de l'argent sur un marché avec un client, je considère que je paye pour venir travailler. Donc le résultat, il est nécessaire. Maintenant, est-ce qu'on dit on va rendre des aides quand on a une situation X ou Y? C'était mon point dans mon propos, que de lier l'aide à l'objet. Si l'objet de l'aide, c'est de développer une innovation, etc., bon, faudra nous mettre d'accord sur à partir de quel moment on rétribue quoi. Mais c'est ce qui se passe avec BPI. Quand BPI investit avec nous, il est capable de suivre derrière de la rentabilité, etc. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ces modèles d'une autre façon. Et enfin, je voudrais juste terminer par ça. Il faut être fier de nos entreprises. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de renouer le lien entre la société et les entreprises. On a besoin d'être fiers de nos entreprises et on a besoin de trouver les équilibres qui nous permettent d'être compétitifs au niveau international. Merci Madame la Présidente. J'étais en train d'échanger avec notre rapporteur pour lui dire qu'effectivement, votre profession n'est pas délocalisable, non, mais qu'elle est par contre hautement concurrentielle. Et que le fait que vous soyez aujourd'hui une profession très organisée au niveau des fédérations, moi j'ai eu l'occasion en tant que président de délégation des entreprises à rencontrer la fédération de l'hygiène et du nettoyage, je ne sais plus exactement le terme exact, mais peut faire que, parce que ça ne peut se faire que par le biais de l'organisation de la fédération, enfin de la profession, parce que si une entreprise toute seule décide de dire « moi je ne pratiquerai plus des prix en dessous du tel », elle est morte d'avance, quoi. Ah, donc ça ne peut se faire que par l'organisation. Il faut quand même le faire. Mais ce qui n'empêche que peut-être que de manière législative, on peut inciter les choses, mais surtout pas, à mon avis, les braquer et les bloquer, quoi. Après, j'insiste juste sur un sujet. Nos emplois sont délocalisables, donc c'est une bonne chose, parce qu'on a une vraie vision de l'emploi, et encore une fois, de tout ce qu'on peut faire pour améliorer aussi les conditions de travail, l'employabilité, les compétences. Donc enfin, on est fiers de notre entreprise pour ça. Après, j'insiste quand même sur le lien à nos clients. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise. Voilà. Donc il nous faut de l'industrie, de l'activité. Maintenant, quel est le niveau, comment ça s'organise, tout ça doit être prévu, mais doit être travaillé ensemble. Voilà, je crois que c'est vraiment ça le message. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Merci Directrice, Monsieur le Directeur, pour cette audition. Désolé d'avoir un petit peu pressé les choses, mais c'est l'agenda qui nous tombe de temps en temps dessus sans que nous-mêmes nous puissions le prévoir trop d'avance. Donc merci encore et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et si vous avez des contributions écrites, je ne sais pas s'il y en a, mais n'hésitez pas à nous les faire passer. Et n'hésitez pas à l'inverse si vous avez d'autres. Le meilleur usage. Merci beaucoup. Merci. Merci.